Bon, je vous propose qu'on commence. Alors, avant de commencer, je voulais vous proposer un rapide préambule. Qui dans la salle, puis alors, ça va être facile, on n'est pas très nombreux. On vous attend, il n'y a pas de problème. Oui, donc en termes de petit préambule, je voulais commencer juste par vous demander si vous connaissiez déjà Nomination. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent Nomination, de nom. Alors, Nomination, vous nous connaissez certainement, ne serait-ce que par des médias comme les Échos. Parce que si je repose la question, est-ce que vous connaissez le carnet des Échos? Un peu plus déjà. Donc, le carnet des Échos, c'est nous, Nomination, qui le faisons. On le fait pour une centaine de médias. On va reparler de nos sources. Et Nomination, c'est surtout un acteur depuis 14 ans qui collecte de l'information sur les décideurs opérationnels et qui suit les mouvements de ces décideurs. Alors en préambule, je voulais commencer par ça pour pointer du doigt. Vous voyez que c'est pas qu'une image. Pointer du doigt le fait que notre signature aujourd'hui, Smart Data for Business Performance, elle est récente, elle a changé en fait. Pendant 14 ans, on s'est appelé, la signature en tout cas, c'était les décideurs en mouvement. Pourquoi ? Parce que sur les 10 grosses premières années de la vie de l'entreprise, l'entreprise a d'abord construit une base de données. Elle a d'abord construit un annuaire qu'elle a mis à disposition des directions commerciales et marketing, l'annuaire des décideurs, le who's who des décideurs. Et puis le marché de l'information, il a évolué ces dernières années, et ça s'accélère. On s'inscrit de plus en plus dans une logique de convergence entre la data, les outils et l'expertise qui va autour de ces outils et de ces data. On aura l'occasion aussi de parler effectivement de cette convergence de façon très concrète à travers des connecteurs CRM, par exemple. Et donc, on s'inscrit nous aussi dans cette mouvance. Donc, ce qu'on s'attache à faire aujourd'hui chez Nomination, et on a lancé pour ça un grand plan de transformation, c'est non plus simplement vous apporter de la donnée, des informations, mais également vous accompagner sur l'usage de cette information. On considère que la valeur que vous en retirez dépend de la façon dont vous allez l'exploiter. Alors, est-ce que c'est suffisant pour parler de Smart Data ? En B2B, en réalité, aujourd'hui, oui. Donc, on va surtout parler d'usage. Usage, adoption et changement, évolution des pratiques des équipes commerciales. Alors, ce matin, on va parler de performance commerciale en B2B, comment justement utiliser ces nouvelles informations pour améliorer ces performances. Et je voulais commencer la présentation en partageant avec vous quelques constats. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, ça fait 14 ans qu'on travaille sur la collecte de ces informations. Donc, on a constitué de fait un observatoire assez complet, assez précis des décideurs en France, décideurs opérationnels, en sachant que nous, on couvre du grand patron jusqu'au N-5, N-6. Donc, c'est un scope assez large. À ce titre, on publie chaque année, je vous invite à la consulter sur notre site internet si ça vous intéresse, une étude qui s'appelle Mobicadre, une étude qu'on fait avec Deloitte depuis 9 ans, sur laquelle on publie justement des tendances, des analyses sur le parcours des cadres. Et donc cet observatoire, il nous permet, de voir quelles sont les tendances sur le rythme de vie des informations sur les entreprises et leurs décideurs, mais au quotidien, on travaille aussi avec nos clients pour fiabiliser leur propre base de données, leur propre base CRM. Ce qui veut dire que tous les diagnostics qu'on fait constituent de fait aussi un observatoire de la qualité de vos données dans vos bases à vous. Donc ça, ce que je veux partager ici, c'est comment l'obsolescence qu'on constate, nous, dans les données sur les comptes et les entreprises, impacte la qualité de vos propres bases et donc la qualité et la performance de vos équipes. Alors ici, vous avez quelques chiffres. On pourra en mettre beaucoup plus, il y en a déjà pas mal. On a mis les plus impactants. À gauche, on vous a mis des constats sur notre propre observatoire, ce qu'on observe grâce aux 1000 sources d'informations. Je vous présenterai juste après la façon dont on collecte les informations et ce qu'on en fait et ce qu'on vous propose. Mais déjà, voilà, ayez en tête que 30% des informations qu'on peut récupérer sur une entreprise vont changer en moyenne tous les 12 mois. Parce qu'une entreprise, ça vit, ça déménage, ça fusionne, ça change de téléphone, ça change de forme d'adresse email. Parfois, ça change d'activité, ça peut arriver.
Il y a des classifications qui changent aussi. Donc ça, c'est un premier axe d'obsolescence programmée qui vous impacte directement. Il y a également un turnover sur les contacts. Nous, l'observatoire qu'on a créé, je vous parlais tout à l'heure de l'étude Mobicadre, on constate qu'en moyenne, selon les fonctions, on a 23 à 26% de turnover annuel. Un cadre aujourd'hui, en moyenne, il reste 3,9 ans à son poste. Alors évidemment, c'est une moyenne, mais c'est une moyenne qui se confirme sur les 4 dernières années. On constate aussi que dans les cycles et dans les processus d'achat, dans les cycles de prise de décision, on a de plus en plus de contacts. Donc on a 40% de décideurs en plus depuis 4 ans. Concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, on est passé de 2 à 3 personnes à aujourd'hui en moyenne 5. Et puis souvent nos clients, enfin nos clients moins, nos prospects plus, mais après ils deviennent clients donc ils en parlent moins, nous parlent des réseaux sociaux. Ah c'est bien mon truc, moi j'utilise aussi LinkedIn pour ne pas le nommer. Donc c'est bien LinkedIn, évidemment c'est bien. Et LinkedIn c'est un très très bon outil de réseau social. Ce qui veut dire que ce n'est pas un outil d'efficacité commerciale. Donc en fait on se rend compte qu'il y a une complémentarité. Pourquoi ? Parce que LinkedIn c'est d'abord un outil de promotion personnelle. Je pense qu'on est tous managers sur LinkedIn. C'est pas un outil qui est très à jour. Je pense que vous avez tous des connexions, des amis qui n'ont pas mis à jour leur profil depuis pas mal de temps. Ou alors je suis le seul, il faut me le dire tout de suite. Mais et donc au final, nous, quand on compare la véracité des profils qu'on collecte auprès des personnes, parce qu'on interviewe chaque personne dans notre base, on va en parler, et ce qu'eux communiquent via LinkedIn, on découvre effectivement qu'il y a 37% des informations LinkedIn qui sont soit fausses, soit obsolètes. Alors fausses, c'est soit enjolivé, soit c'est très faux. On a 30% de diplômés HEC en plus sur LinkedIn que par rapport à la réalité, par exemple. Et puis un autre point important, c'est que nos clients, vous, vos équipes commerciales, ce qu'elles recherchent, c'est avant tout à joindre et à identifier du décideur. Des décideurs, il est souvent cadre, voire cadre supérieur. Et aujourd'hui, ces cadres, comme vous le voyez, pour 30% d'entre eux, ça monte à 45% pour les membres de board, ils ne sont pas sur LinkedIn, ils ne veulent pas y être. Ils ne veulent pas être joints. Donc ceux-là, on ne les trouve pas. Bon. Donc ceux-là, nous, on les a. Alors comment ça vous impacte ? D'abord, quand on fait ces diagnostics de vos bases aujourd'hui, on se rend compte que le premier impact, c'est que forcément, vous avez une qualité dégradée de vos bases. En moyenne, encore une fois, ce sont des moyennes et on n'a mis que les faits les plus marquants, on voit qu'on a très vite des doublons. Parce qu'un commercial, quand il crée un compte, il ne va pas forcément avoir la même appellation que l'appellation officielle. Il ne va pas forcément savoir que cette entreprise, elle a changé, entre guillemets, ou que c'est un bureau d'une entreprise qu'on a déjà en compte, donc elle va créer un nouveau compte. Gardez en tête, par exemple, que IBM, 3 lettres, dans les bases de données de nos clients, on a dénoté 53 façons différentes de l'écrire. Parce qu'il y a des espaces, il y a des traits, il y a des points, il y a International Business Machine, il y a plein de choses, donc ils sont très créatifs, les commerciaux dans ces cas-là. Donc imaginez ce que ça donne avec des entreprises qui ont des noms un peu plus complexes. Donc beaucoup de doublons. On a également des regroupements par groupe, les fameux liens capitalistiques, qui sont très souvent erronés ou incomplets. En moyenne, chez nos clients, il manque plus de 30% des filiales quand ils souhaitent travailler sur des logiques de grands comptes. Et puis, on parlait tout à l'heure du turnover des contacts, ça vous impacte aussi directement. Quand on audite la qualité de vos propres bases, et qu'on ne regarde pas que les comptes, mais aussi vos contacts, on a, selon les types de contacts, en moyenne 14 à 24% de vos contacts qui ne sont plus en poste. Donc vous imaginez tout de suite l'impact sur vos opérations. C'est du budget marketing déjà qui part en fumée. Mais là, on est pour parler des ventes, donc on va pas parler des marketing, c'est leur problème. Alors, il ne manquerait plus qu'on commence à aligner le marketing et la vente. Ça aussi, on va en reparler. Mais surtout au niveau de vos commerciaux, ça veut dire concrètement qu'ils perdent déjà beaucoup de temps à chercher de l'information, mais quand en plus ils en ont dans leur base, elle n'est pas exploitable. Donc c'est rebelote, je vais repartir chercher de l'information. Et puis en parallèle, je vais me dire que mon outil CRM, il est quand même pas top, donc je vais un peu moins l'utiliser. C'est ce qui explique notamment l'échec des CRM aujourd'hui. Quand on regarde la contactabilité, sur les emails, pareil, vous avez 18% en moyenne de vos emails qui sont soit absents, soit invalides. Donc là encore, problème pour contacter ces personnes.
en sachant que l'adresse email, évidemment, se complexifie. Tout à l'heure, on parlait des cadres supérieurs, des membres de board qui veulent éviter d'être trop facilement joints. Eux diraient spammer. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui rentrent dans des stratégies d'email un peu différenciées en fonction de la hiérarchie de la personne. Vous prenez des comptes comme Ford, par exemple, à un certain niveau hiérarchique chez Ford, l'adresse email, on lui rajoute une clé numérique. Là, ça devient compliqué de la deviner, celle-là. Et puis, tout à l'heure, on parlait effectivement du nombre de personnes qui rentrent dans un cycle de décision. Encore une fois, en moyenne, aujourd'hui, quand on audite vos bases, vous avez entre 1 à 2 contacts. Donc 1,5, ça ne veut pas dire qu'on a coupé une personne en deux. Hein. C'est 1 à 2 personnes en moyenne sur les comptes, dans vos bases, quand il vous en faudrait 4 à 5. Donc forcément, quand vous êtes dans une logique grand compte, par exemple, où c'est important de créer un relationnel, parce que le jour où l'appel d'offres arrive, c'est un peu tard pour avoir fait le travail en amont, ça vous impacte directement. Quand vous voulez être sûr de faire une proposition et de réunir un consensus autour de vous, pareil, c'est des choses qui vous manquent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate in fine, une fois qu'on s'est dit tout ça? C'est que quand on cumule tous ces défauts dans vos bases issues de cette obsolescence, on a 20% seulement de vos bases, on a 20%, plus de 20% de vos bases qui ne sont pas exploitables, hein, doublons, boîtes mortes, des boîtes que je ne peux pas joindre, voire du hors-cible. Parce que ce que le commercial ne trouve pas dans la base, il va le chercher. Et quand il va le chercher, il ne respecte pas forcément les critères de ciblage. Il travaille par opportunisme. Donc forcément des performances dégradées. Et in fine, en termes de performance commerciale, c'est un chiffre qui ne bouge pas tellement, mais on reste sur ce fameux 1% de conversion. C'est-à-dire que si on pose une liste de prospects sur le bureau du commercial et qu'on lui demande de travailler là-dessus, à la fin de la journée, il aura fait 1% de vente sur cette base-là. Donc c'est un taux qui est très très faible et surtout qui ne bouge pas avec des méthodes traditionnelles. Alors ce matin, si ça vous convient, on va parler de certaines bonnes pratiques, certaines solutions qui vont permettre de faire évoluer ce taux. Jusqu'ici, c'est des choses qui vous surprennent ou c'est des choses que vous vous attendiez, vous n'avez pas forcément mis de proportion dans ces chiffres ou il y a des premières réactions, non? N'hésitez pas à intervenir parce que sinon c'est un long monologue, il y a des gens qui vont bâiller dans pas longtemps. Non? Alors si personne n'est choqué, je continue. Alors le métier de nomination, ce que je vous propose, c'est de passer 5 minutes à vous expliquer notre métier pour que vous puissiez comprendre ce qu'on met en place aujourd'hui avec nos clients. C'est de travailler sur une équation qui n'est pas nouvelle, hein, qui est vieille comme le monde. L'objectif, c'est de remplir toutes les cases de l'équation pour qu'elle fonctionne vraiment. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de couvrir à la fois la bonne cible, lui adresser la bonne information au bon moment, pour évidemment convertir au maximum. Alors, la bonne cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer d'identifier mes prospects. Ça veut dire aussi peut-être revoir mes critères de ciblage. En B2B, la plupart des entreprises ont des critères de ciblage, je vais essayer de fâcher personne, mais extrêmement basiques. Hein. On tourne autour de critères géosectoriels assez classiques. Effectif, code d'activité, un peu de géographie en fonction de mon organisation, et ça ne va pas tellement au-delà. Alors, en marketing, ils ont beaucoup d'idées. Mais elles sont très très peu traduites au côté commerce. Hier, j'étais encore avec une grande entreprise qui me disait, nous, on veut cibler en fonction des ratios d'endettement, de l'utilisation des fonds propres, l'évolution des budgets informatiques. Ouais. La réalité, c'est que quand on s'assied à côté du commercial et qu'on lui dit, comment tu fais pour prioriser tes cibles? Je regarde l'effectif. Bon, on va reparler d'aligner les ventes et le marketing aussi. Et puis une fois que j'ai identifié mes prospects, c'est bien, mais quand je pose une liste de 1000 cibles, ou un commercial aujourd'hui, en moyenne, quand il travaille sur un portefeuille, en moyenne, il a 300 comptes à travailler. Alors 300 comptes, c'est bien, hein, ça paraît faisable, mais je commence par lequel? Et pourquoi? Donc c'est aussi très important de travailler sur les notions de potentiel pour prioriser la démarche du commercial. Et puis derrière, est-ce que tout ça, je le retrouve dans mon CRM? Parce que ce serait bien maintenant que ce CRM, ce fameux CRM, ce ne soit pas simplement un outil qui gère des factures clients, mais que ce soit un outil qui me serve à quelque chose. Donc, comment transformer un CRM en un outil utile pour le commercial? La bonne information derrière, donc ça on va en parler évidemment, qui sont les bonnes personnes, comment je peux les joindre, et comment je peux être efficace pour bien connaître cette personne et adapter mon discours, et donc lui tenir le bon message, mais aussi au bon moment. Parce que sur les 300 comptes, ils ne vont pas tous être sensibles à ma proposition, tous au même moment. Et on se rend compte quand on travaille avec nos clients marketing, vente, que généralement, les entreprises, elles connaissent très bien
leur propre moment de vie. Je sais quand je sors une offre, je sais quand je fais un salon, etc. Super. Mais le moment de vie, les moments de vie de leurs clients, au mieux, elle les intuite, au pire, elle ne les connaît pas du tout, et dans tous les cas, elle sait très peu les capter. Donc l'objectif aujourd'hui de nomination, c'est de voir comment on peut vous accompagner sur chacune de ces composantes de façon très concrète pour en fait activer un GPS commercial pour vos équipes. Alors nous, on travaille sur une cible de 50 000 entreprises. 50 000 entreprises en France, ça correspond, comme vous le voyez, à la liste de toutes les grandes entreprises et leurs filiales, les filiales françaises des groupes étrangers, les ETI et toutes les grandes PME, entreprises en croissance. Concrètement, sur la base des entreprises françaises qui ont raison de par effectif, on va principalement couvrir, et de façon exhaustive, les entreprises de plus de 50 personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien en dessous, on couvre aussi, mais c'est plutôt à partir de 50 personnes qu'on commence à avoir plusieurs personnes qui prennent une décision. En dessous de 50 personnes, le décideur, c'est le patron. Le patron, je vous invite à faire société.com, c'est gratos. C'est le dirigeant statutaire dans ces entreprises. Donc concrètement, on travaille avec des entreprises qui sont principalement sur des marchés où l'épicier et le boulanger ne les intéressent pas beaucoup. Ceci dit, on accompagne quand même nos clients qui ont aussi ce type de clientèle, hein, avec des partenariats avec des entreprises qui couvrent ces périmètres-là, mais forcément, on a beaucoup moins d'enjeux en termes de cycle de décision. Aujourd'hui, ces 50 000 entreprises françaises, ça correspond à 80% de l'activité économique en France. C'est vraiment elles qui font l'économie. Donc en fait, c'est généralement là que vous allez chercher, vous, vos ventes. Et sur ces 50 000 entreprises, on va collecter, comme je vous disais, du N ou N-5, donc vraiment du contact opérationnel. Toute personne en capacité de prendre ou d'influencer une décision. Donc ça va de Henri Decastre enfin, il faut se dépêcher, lui. Mais jusqu'au chef de projet de 26 ans chez L'Oréal, qui a déjà un budget minimum de 300 000 euros. Donc c'est assez vaste. Ça correspond aujourd'hui à 230 000 décideurs actifs. On en a beaucoup plus en base, mais on a aussi des gens inactifs, tout simplement parce que ce sont des gens qui se sont mis en pause, qui sont sortis de notre scope parce que entre deux expériences, ils ont tenté l'auto-entrepreneuriat, le conseil. Donc on ne les a pas forcément chez nous à ce moment-là, mais ils sont toujours sous surveillance chez nous. Alors comment on collecte ces informations ? Vous verrez tout à l'heure, nous on a l'équivalent d'un CV sur les individus, vraiment un CV complet. On le collecte comment ? D'abord, on a des sources d'informations qui sont extrêmement nombreuses, comme vous le voyez, et surtout très diverses, et surtout encore, pour la plupart, inédites et exclusives. On va bien entendu s'appuyer sur des sources officielles. Ça, c'est la colonne vertébrale des informations sur les entreprises, c'est l'INSEE, c'est les jurisprudences légales. Et ce qui nous intéresse, c'est de rajouter du muscle, entre guillemets, sur cette colonne vertébrale. Donc on va le chercher auprès de partenaires que sont des médias. Tout à l'heure, on parlait des échos, mais le carnet des échos, on le fait pour une centaine de médias, des gens comme Capital, comme Challenge, des médias plus digitaux sur différents métiers, comme DAF Magazine, actionco.fr, Décision Achat. On va le chercher aussi avec des partenariats avec des associations professionnelles dont on gère l'annuaire des membres. La CEDAF pour les acheteurs, la DFCG pour les directeurs financiers, la NCC dans la communication, Syntec RH pour les DRH. Et on va également gérer le carnet des anciens des grandes écoles. Donc on a une petite centaine de grandes écoles. Tous les logos que vous connaissez dans les écoles, X, Mines, HEC, INSEA, DESSEC, ESCP, etc., passent par nous pour gérer le carnet de leurs anciens. On va également avoir d'autres partenaires qui nous aident à collecter la presse régionale, qui nous aident à collecter du communiqué de presse. Et puis, quelle que soit la source, on va aussi avoir notre propre collecte. Et ça, c'est une chose qui nous différencie énormément sur le marché. C'est que, oui, les capteurs, la technologie qui nous permet de capter l'information, de l'aspirer, entre guillemets, sur le web, sur les réseaux, etc. Oui, bien sûr qu'on l'a. Mais on est convaincu chez Nomination, et c'est pas nouveau, ça fait 14 ans que ça dure, que la technologie ne fait pas tout. Qu'à un moment donné, l'information, pour qu'elle soit pertinente pour vous, pour votre usage, il faut la vérifier, s'assurer qu'elle soit exacte, complète, fraîche, et qu'elle ait du sens pour vous. Donc on a systématiquement une vérification par des enquêteurs, qui ne sont pas des téléacteurs, qui sont des gens formés effectivement à ce travail, à ce métier, qui vont non seulement vérifier l'information, quelle que soit la source, et qui vont
aller jusqu'à contacter chaque personne. Donc les 230 000 personnes chez nous, quand elles rentrent dans notre base, on a une interview avec elles pour créer leur fiche. Donc c'est comme ça qu'on a des informations qu'on ne trouve pas ailleurs, le téléphone direct, les hobbies, les coordonnées des assistantes, par exemple. Donc on a une information qui est fiable, une information qui est donnée par la personne elle-même. Et cette information, on la vérifie puisque tous les 10 mois, on passe un appel à chaque personne pour vérifier ces informations et mettre à jour si, entre-temps, on n'a pas eu de nouvelle information sur son parcours. Donc ça, c'est vraiment unique sur le marché. C'est ce qui fait toute la qualité de notre base. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'équation, la bonne personne, le bon message, le bon moment. Le bon moment, c'est quoi? Le bon moment, chez nous, ça correspond à une bibliothèque qu'on a créée et qu'on développe en permanence de ce qu'on appelle des signaux d'affaires. Les signaux d'affaires, ce sont ces fameux moments de vie des entreprises, mais aussi des contacts, qui représentent pour vous une opportunité. Alors on est chez Microsoft, alors je vais faire un peu d'américain, mais d'engager, comme disent les Américains, votre prospect ou votre client si vous êtes dans une logique de fidélisation ou d'upsell. Donc, on a une collecte aujourd'hui multisource. On reprend toutes les 1000 sources qu'on a évoquées, auxquelles on ajoute des partenariats spécifiques métier par métier. On a des sources, par exemple, spécifiques pour travailler dans l'automobile sur les parcs auto et l'actualité des parcs auto, enfin des flottes de véhicules. On a des partenariats pour travailler sur les réseaux commerciaux. On a des partenariats pour travailler sur les budgets de dépenses IT et telco des entreprises. Donc on a une bibliothèque extrêmement large de partenaires dont on agrège l'information et qui nous permettent aussi de capter ces actualités. Quelle que soit la source de ces actualités, comme vous le voyez, on a cette couche technologique là encore qui nous permet de faire un premier traitement. Par exemple, quand on travaille avec les Échos, avec qui on a un partenariat qui fait qu'on ne fait pas que leur carnet, mais on a aussi accès à l'exhaustivité de leurs publications et l'exhaustivité des articles, et pas simplement le titre et l'exergue, ce que vous trouvez gratuitement sur Internet. Nous, on a tout le reste. On a une passe technologique qui repère des signaux, donc c'est toute une analyse sémantique classique. Mais on a systématiquement une validation manuelle, ça c'est très important, parce que des algorithmes, quoi qu'on en dise, ne peuvent pas être précis pour traiter tous les cas. Donc il y a forcément des trous dans la raquette. Je vous donne 2 exemples. Et loin de nous l'idée de médire. C'est simplement que on a certaines convictions, mais quand un article, par exemple, vous parle de Total et dit que Total est au carrefour de ses ambitions, un algorithme ne saura pas vous dire si on parle de Total ou de Carrefour, par exemple. Quand on travaille sur l'entreprise Sage, ça c'est un cas qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, si on travaille simplement avec un algorithme, on reçoit une information qui vous explique qu'on a un nouvel article qui parle de Sage. Très bien, on ouvre l'article et on découvre un article de Famille de France qui vous parle des enfants sages. Bon, ça, le commercial ne va pas trop s'en servir. Donc chez Nomination, ça n'arrive pas parce que nos enquêteurs, systématiquement, vérifient la source, en font une synthèse, parce que le métier de vos commerciaux, c'est de commercer, c'est pas de lire la presse toute la journée, en espérant y trouver quelque chose. Donc on en fait une synthèse, même si on vous donne accès à la source de l'information si vous voulez vérifier, mais on rend la chose exploitable directement. Et surtout, en fonction du métier de nos clients, on associe à cette information, à cet événement, la personne ou les personnes à contacter dans l'entreprise. Vous voulez exploiter cet événement, voilà les personnes à contacter. Donc vous voyez, là on rentre vraiment dans cette notion de GPS commercial. Alors, on a une bibliothèque qui est assez riche, je vous ai mis quelques exemples de signaux qui sont les plus parlants. On va travailler sur vraiment les événements, plus que la source de l'événement. Je vous donne un exemple très concret. La levée de fonds, on sait qui lève, combien, quand, auprès de quel fonds. Ok, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, et c'est ce qu'on regarde derrière, c'est pourquoi. Pourquoi on a fait une levée de fonds. Donc on va travailler comme ça sur des événements, croissance externe, ouverture de nouveaux sites, mouvement de contact. Donc le mouvement de contact, c'est un départ, une promotion, une nomination, en sachant que quand quelqu'un part quelque part, on sait où il va et on sait qu'il remplace. Donc en fait, un mouvement, c'est plusieurs opportunités en réalité. On va regarder les recrutements. Et je vous ai mis un exemple qui est très parlant, vous voyez, qui est un exemple réel, Visiomed existe, on ne l'a pas inventé, d'une entreprise qui
a fait une levée de fonds justement de 18 millions d'euros, donc pas rien, avec comme finalité le financement d'un projet digital. Donc vous voyez ici, on vous met la synthèse. Alors on a effectivement le détail, la source de l'information qui est disponible, mais on vous a fait une synthèse. Et puis cette information, elle est intéressante parce qu'une semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, pardon, Visiomed, elle a publié une annonce de recrutement pour recruter un chef de projet digital. Donc là, coup sur coup, de façon concomitante, ça renforce le signal. Donc vous voyez que nous, on a une force de signal, du coup, qui est de 3 sur 5, elle est renforcée. Il y a plusieurs événements sur le même sujet. Et pour nos clients, pour nos utilisateurs, là, il se passe clairement quelque chose. Donc, une entreprise qui est intéressée pour rebondir sur un projet digital, clairement, ici, elle sait qu'elle ne doit pas passer à côté. Et vous voyez qu'on lui associe directement les décideurs clés associés à ce projet. Donc, on a le directeur e-commerce, on a Sophie, directrice marketing. Donc ça, c'est la façon dont on couvre le bon moment. Alors, comment ça se met en place? Ça se met en place très naturellement. Ça, c'est très très important. Tout ce qu'on vient de vous présenter, ce ne sont que des outils. Et les outils ne valent que s'ils sont utilisés et utilisés correctement. Donc, chez Nomination, aujourd'hui, on passe plus de temps à parler avec nos clients du comment que du quoi. Le quoi, on va le voir, on sait très vite si on l'a ou pas. Ce qui est important, c'est de s'assurer que vous allez savoir l'utiliser. Comme on dit souvent à nos clients, un marteau n'a jamais planté un clou tout seul. Nous, on va vous apporter un super marteau. Et on va faire le reste du chemin ensemble. La presse va plus vite que moi. Donc on travaille de façon générale en 4 étapes. D'abord, on commence par un ciblage ensemble et on fait ensemble en sorte d'optimiser la couverture que vous avez de vos cibles. Donc identifier tous les comptes, identifier où sont les potentiels, identifier tous les contacts clés. Comme on l'a vu tout à l'heure, généralement, il vous en manque sur votre base, mais dans votre base, il vous manque aussi des prospects et les contacts qui vont avec. Et puis, dans votre base, on l'a vu, vos contacts ne sont pas forcément à jour. Donc ils sont partis où, ces gens-là qui ne sont plus en poste? Et puis qui les remplace? Donc une fois qu'on a fait cette première étude, on va voir un exemple très concret juste après. On travaille ensemble sur des scénarios d'usage, ce fameux travail d'adoption. Toutes ces informations qu'on va pouvoir vous mettre à disposition, vous allez les utiliser comment? Je vous prends un exemple très concret. Le signal le plus parlant, pour nous tous, en général, c'est la prise de poste, la nomination. On vous envoie une alerte en vous disant sur un compte qui vous intéresse, client ou prospect, il y a un contact clé qui vient de prendre son poste. Qu'est-ce que vous faites? Alors généralement, dans la pièce, on a des gens qui nous disent « Ah ben, on va le féliciter. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Vous savez le faire? Ah ben non, on ne l'a jamais fait. Ben nous, ça fait 14 ans qu'on le fait, donc on peut vous aider. On peut vous donner des idées sur la façon, sur le message à envoyer dans ces cas-là. Qui le fait? C'est le commercial? Vous n'y pensez pas. Il ne va jamais y penser, déjà qu'il ne fait même pas ce que je lui dis. Il ne va pas y penser, il ne va pas envoyer le bon message. Non, pas le commercial. Alors ça peut être commercial, attention. Là, je vous donne tous les cas de figure. Et c'est du vécu. Bon, c'est la direction marketing alors. Ouais, pourquoi pas. On a des clients, c'est le marketing qui fait ça. Ce sont des scénarios marketing qui se déclenchent. Classiquement, il y a un message qui est prêt, qui est envoyé à chaque fois qu'il y a une nomination. Allons jusqu'au bout. Ah non, c'est pas le marketing. Là, je suis noyé sous le marketing produit, j'ouvre plusieurs agences, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je peux pas le faire. Bon, on va le faire pour vous. On a des clients pour qui, tous les mois, on lance des campagnes de félicitations pour eux. Puis après, il se passe quoi après la félicitation? C'est quoi la suite? C'est quoi l'action suivante? Il faudrait qu'on le rappelle pour prendre rendez-vous. Ouais, pas bête. C'est prévu dans le CRM? Ah non, c'est pas prévu. Il faudrait l'automatiser, ça, du coup. Ouais, il faudrait faire ça, effectivement. Et le script d'appel suite à une félicitation pour prendre rendez-vous, vous l'avez? Il sait le faire, le commercial? Pas forcément. Bon, on va vous aider aussi, on va vous aider à formaliser ça. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que pour chaque information qui a du sens pour vous, vous sachiez l'exploiter, vous ayez le matériau, le mail, le message, par exemple, le script, vous ayez le contenu, parce qu'envoyer un livre blanc, c'est bien, mais il faut l'avoir. Envoyer business case, c'est bien, mais il faut les avoir. Et que derrière, du coup, parce que vous avez le contenu, vous allez vraiment le faire. Une fois qu'on a défini ça, on se met au boulot, entre guillemets. Donc on active les tuyaux pour vous alimenter. Et là, on a déjà un plan d'action immédiat, puisque l'étude, elle nous a montré quoi? Elle nous a montré, comme vous l'avez vu, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait rattraper. Il y a plein de gens qui sont plus en poste,
mais certains sont partis dans des entreprises qui m'intéressent. Elles peuvent m'amener, entre guillemets, avec elles. Il y a des gens qui ont été remplacés. C'est important pour moi, sur mes clients, de garder le contact avec le remplaçant. Donc il y a une action immédiate à faire. Et puis on peut rattraper le temps perdu. Parce qu'une personne qui prend son poste, par exemple, elle commence à prendre des décisions et à consulter, entre guillemets, des prestataires au bout du 3e, 4e mois en moyenne. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui vous intéressent, qui ont pris leur poste depuis 3 mois ou 4 mois, il est encore temps de les appeler, de les féliciter et puis de les rencontrer. Donc ça, c'est un plan d'action aussi immédiat, avec évidemment du lead tout de suite. Pareil pour les signaux d'affaires. Il y a des signaux d'affaires qui sont encore exploitables aujourd'hui, même s'ils se sont passés il y a 4, 5, 6 mois. Au-delà de 6 mois, ça commence à faire vieux. Mais en général, on remonte maximum à 6 mois pour engager tout de suite un plan d'action et rattraper, entre guillemets, ces signaux sur ces derniers mois. Donc ça, c'est un plan d'action immédiat qui met tout de suite en action, j'allais dire en tension, vos équipes. Mais de façon très ciblée, très efficace. Et puis, il y a la notion de performance continue, où là, c'est vraiment cette logique de GPS, où là, en fait, on va activer une surveillance de vos portefeuilles. Donc, non seulement le commercial va accéder à nos données, je veux contacter une personne, j'accède à sa fiche, son parcours, ses coordonnées directes. Donc, je suis très efficace pour la contacter. Je ne perds pas de temps à aller la chercher, explorer, entre guillemets, le web ou la presse pour essayer de la trouver. Et encore, je n'aurai pas son téléphone, je ne serai pas sûr qu'elle soit à la bonne position hiérarchique, je ne saurais pas comment la contacter. Là, non, vous avez tous les éléments. Mais en plus, il y a ces alertes personnalisées sur mon portefeuille, sur les signaux qui m'intéressent, qui font, comme on l'a vu tout à l'heure avec Visiomed, que je sais ce qui vient de se passer chez mon client, ça a du sens pour moi, je sais qui contacter. Là, normalement, votre commercial il doit savoir quoi faire. Alors, pour illustrer la façon dont on travaille, le point de départ de notre travail avec vous, c'est d'abord un diagnostic. C'est quelque chose qui est systématique chez nous. Ça fait partie de notre process avant-vente. Donc là-dessus, je vous invite à ne pas être timide, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit. Ça vous permet, vous, tout de suite, d'évaluer déjà où vous en êtes en termes de qualité de votre base. Et ça nous permet, ensemble, d'évaluer ce qu'on peut vous apporter, très concrètement. Là, je vous ai mis un exemple qui est un exemple réel. Alors, je ne vous dirai pas qui, évidemment, parce qu'on travaille dans un métier de confidentialité. Mais c'est un exemple réel anonymisé d'un client qui nous a confié une partie de sa base. Donc, vous voyez effectivement que déjà, sur sa base, il y avait pas mal de doublons. On explose un peu le ratio des 17% que je vous ai montré tout à l'heure sur ce cas-là. Donc, clairement, un manque de gouvernance CRM, donc des commerciaux qui respectent pas beaucoup de règles, entre guillemets, puis il n'y en a pas non plus beaucoup dans le CRM, visiblement. Donc nous, quand on fait un test pour les reconnaître, on en reconnaît une bonne partie, et puis surtout, une fois qu'on les a reconnus, on regarde l'état des comptes. Et on se rend compte que, vous voyez, il y a des comptes en cessation d'activité, des comptes morts. Vous imaginez l'impact de comptes morts dans votre base de données. C'est-à-dire que vous avez, quand vous travaillez sur une estimation du potentiel de votre marché, en vous basant sur ces informations, déjà votre estimation elle est fausse. Ce qui veut dire que vos objectifs sont faux, ce qui veut dire que vos budgets marketing sont faux, ce qui veut dire que les portefeuilles de vos commerciaux sont faux, ce qui veut dire que vous comprenez maintenant pourquoi votre directeur commercial, il est un peu à la rue en fin d'année et puis qui fait beaucoup d'opportunisme pour essayer de faire le chiffre. Ça, on l'identifie tout de suite. Et puis la bonne nouvelle, par contre, c'est que dans les boîtes mortes, elles ne sont pas toutes mortes. Parce que, justement, l'INSEE considère que quand on déménage, on ferme un site. Donc l'INSEE, elle le tue, entre guillemets, elle l'inactive, elle en recrée un à côté. C'est pareil pour des fusions, acquisitions, absorption. Donc du coup, on est capable d'en réactiver en vous donnant la nouvelle identité. Mais là encore, c'est gage d'efficacité parce que vous avez la nouvelle adresse, vous avez la nouvelle identité. Si vous écrivez, si vous voulez y aller, si vous voulez travailler sur un potentiel réel avec des chiffres à jour, si vous exploitez des données chiffrées sur le chiffre d'affaires, par exemple, les effectifs, là, vous avez vraiment les données. Donc on les réactive et on restitue une base propre, fiable, à jour, sur la partie compte. Deuxième étape de l'analyse, on regarde l'état des contacts. Là encore, on est sur un cas concret, où on est parti d'une base d'un peu plus de 26 000 contacts, et vous voyez, tout de suite, on a ce qu'on appelle les actifs. Donc ça va, ces gens-là, ils sont toujours en poste. Pas forcément où vous les pensez être en poste, mais ils sont en poste. Et puis il y a des gens qui sont perdus de vue. Ceux-là, ils ne sont plus en poste. Ils sont partis à la retraite. Ils ont tenté l'auto-entrepreneuriat. Ils ont ouvert une boulangerie. En tout cas, ils ne sont plus dans notre base et visiblement, ils ne sont plus dans votre cible non plus.
Dans ceux qui sont toujours actifs et dans vos cibles, il y en a qui sont toujours au même poste. On verra derrière, nous on vous dit si par contre vous avez le bon email, si vous ne l'avez pas, on peut vous le donner. Pareil pour le téléphone, pareil pour les coordonnées des assistantes, et puis pour toutes les informations qu'on peut avoir chez nous, tout le parcours, la formation jusqu'au hobby. Mais vous limitez la casse, ils sont encore dans le poste. Il y en a qui sont toujours dans l'entreprise, ils sont toujours chez Total, mais ils ne sont plus au même poste. Ils ont changé de poste. Donc là aussi, on peut le mettre à jour et vous dire qui l'a remplacé à son ancien poste. Et puis, il y a des gens qui sont toujours actifs, mais qui ne sont plus dans leur entreprise. Vous l'avez connu chez Total, il n'est plus chez Total. Il est chez Areva. Donc nous, on est capable de vous dire effectivement où il est parti, ça peut être intéressant de le suivre, et qui l'a remplacé. Donc vous voyez, le plan d'action qu'on évoquait tout à l'heure, il se construit très concrètement dès les premières étapes du travail qu'on entame ensemble. C'est N-5, N-6 en moyenne, oui, tout à fait. Oui. Ce qui fait qu'on a une couverture assez large de vos cibles sur toutes les structures régaliennes, entre guillemets, donc toutes les directions, direction financière, RH, commerce, marketing, IT, production, direction générale, évidemment. Et ensuite, on décline. Alors évidemment, les organisations ont toutes leur propre organisation, entre guillemets, leur propre structure. Mais pour donner la trame générale, on couvre vraiment tout le scope de l'organisation. Alors, je vous montre enfin quand même à quoi ressemble une fiche, même si ce qui est important, c'est pas la forme, c'est l'information elle-même. Ça, c'est une fiche, un équivalent. Alors, je n'ai pas trouvé une fiche avec une photo, mais on a aussi des photos. Où vous allez retrouver vraiment l'équivalent d'un CV. Donc, vous allez avoir l'information sur le nom de la personne, sa fonction, la date de prise de poste. Ici, on a un monsieur qui a pris son poste en avril 2016. On sait qui il remplace. Et si on clique sur le nom de Sylvette, on va pouvoir suivre Sylvette. C'est une fiche réelle, je n'ai pas inventé le prénom. On a l'actualité de la personne. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui venait de prendre son poste. On a ses coordonnées et on va avoir sa bio. Alors, on peut avoir des fiches encore plus complètes, descendre, comme je vous le disais, au hobby. On a les hobbies dans un tiers des cas, environ. On a le téléphone direct ou les coordonnées de l'assistante dans un cas sur deux. Ça dépend en fait de la fonction, la hiérarchie de la personne. Quelqu'un qui monte en hiérarchie, généralement, on a une assistante. Donc là, du coup, on collecte l'assistante. En dessous d'un certain niveau, on n'a pas d'assistante. Et donc là, on a plus un téléphone direct. Et puis surtout, ce qu'on fait derrière, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des enquêteurs chez nous qui vérifient le parcours des personnes. Donc ça, typiquement, c'est la forme, entre guillemets, qu'on construit lors des interviews avec nos enquêteurs. Mais il y a un point qui est aussi très important, c'est que quand nos enquêteurs font ce travail, ils vont aussi demander à la personne, au-delà de l'intitulé de son poste, quelles sont ses missions. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a des postes qui ne sont pas forcément très parlants. Je vous prends un exemple qui parle à tous, mais je pense que vous aurez chacun des exemples dans vos domaines. Le poste, par exemple, de responsable des services généraux. Concrètement, vous faites quoi aux services généraux? Vous vous occupez de la flotte automobile? Oui, non. Vous vous occupez du parc immobilier? Oui, non. Ça, c'est des choses qu'on détaille avec eux. On détaille aussi leur mandat. Donc, quand les personnes sont nommées ou promues et qu'on vous envoie une alerte, et qu'on peut collecter cette information si elle n'est pas confidentielle, on vous donne effectivement le mandat qui a été donné à la personne. Telle personne vient de prendre son poste, elle a été mandatée pour redresser la direction commerciale, pour mettre en place un projet CRM, pour mettre en place un développement à l'international. Donc ça, c'est des choses qu'on sait aussi. Ce qui fait que quand vous capturez, grâce à des recherches mots-clés dans nos outils ou dans les travaux de ciblage qu'on fait ensemble, quand vous voulez capturer très précisément les personnes qui s'occupent d'un point en particulier, par exemple la flotte automobile, on va être capable, nous, de vous retrouver non seulement les personnes qui ont le titre exact, responsable de flotte automobile, mais qui ont aussi la mission, même si elles n'ont pas le titre. Parce que je suis responsable RH, mais je m'occupe de la flotte automobile. Ou je suis aux achats, mais je m'occupe de la flotte automobile. Donc on va aussi les capturer, ces gens-là. Donc on va travailler d'abord sur la mission, avant l'intitulé, pour que vous ayez vraiment la bonne personne en face.
Alors cette information, comment on vous la restitue, hein, cette information sur les contacts, ces fameux signaux d'affaires qu'on a vu tout à l'heure, on vous la restitue par différents canaux. L'objectif encore, c'est que ce soit extrêmement naturel en termes d'usage pour vous, que les équipes puissent l'utiliser de façon très, très immédiate. Donc on a plusieurs façons. On a d'abord une newsletter hebdomadaire. Chez nous, tous nos abonnés ont tous les lundis matins une newsletter. Alors nous, on aime bien les trucs qui s'appellent nomination, donc Nomi, donc ça s'appelle la Nomi Hebdo. Donc chaque personne reçoit sa newsletter avec les actualités de la semaine précédente sur ses cibles. Donc tous les signaux d'affaires qu'elle souhaite surveiller. Évidemment, on ne va pas lui envoyer des signaux qui ne l'intéressent pas. Et donc, on a l'habitude de dire à nos clients que cette newsletter, en réalité, c'est un plan d'action. Tous les lundis matins, j'ai mon plan d'action. On va également vous donner accès à un portail web où vous allez retrouver, comme vous l'avez vu, les fiches, alors les fiches des entreprises avec toutes les données, ce qu'on appelle les firmographiques, hein, l'activité, date de création, les données financières, la structure d'un groupe quand il y a un groupe, donc la liste des filiales par exemple, et puis les fiches de contact comme on vient de le voir. Donc vous allez avoir accès à toutes ces fiches avec un moteur de recherche pour chercher de nouvelles fiches, mais également accès à toutes les cibles que vous avez mises en surveillance. On va vous donner accès à la même information sur votre smartphone. Je suis itinérant ou je vais en rendez-vous et juste avant de rentrer en rendez-vous, j'aimerais bien me remettre en tête un petit peu le parcours de la personne pour tout simplement engager la conversation de façon plus efficace, ou bien questionner mon interlocuteur sur d'autres contacts que je pourrais rencontrer dans cette entreprise. Pourriez-vous me présenter monsieur machin avec qui vous travaillez là, vous voyez, avant d'entrer en rendez-vous, je sors le smartphone, j'ai aussi accès à l'information. Donc notre application elle fonctionne sur Android et sur iPhone. Et puis également un connecteur CRM. Donc aujourd'hui, on a des connecteurs avec Dynamics, avec Salesforce. On a également un connecteur avec Sales Cloud chez Oracle, mais c'est un peu moins présent sur le marché. Ces connecteurs, ils ont un double avantage. D'abord, ils permettent d'avoir une base CRM qui est tout le temps à jour. Vos utilisateurs, quand ils cherchent l'information, tapent à la fois dans votre base, mais aussi dans la nôtre. Donc ils ont accès à ces fiches. Elles sont toujours à jour. Et puis l'autre aspect intéressant, c'est que le connecteur, il véhicule les signaux d'affaires. Donc aujourd'hui, si on prend l'exemple de Dynamics, par exemple, puisqu'on est chez Microsoft, l'utilisateur Dynamics CRM aujourd'hui, il va recevoir ces fameuses alertes directement sur son CRM. Donc là, du coup, on parle vraiment de GPS commercial. Je reste dans mon environnement CRM. Mon CRM devient utile. Il m'apporte vraiment quelque chose. Et j'ai immédiatement une opportunité à travailler avec tout de suite la fiche de la bonne personne. Et je rentre dans un cycle commercial qui, in fine, reste classique. Sauf que là, je suis guidé, je ne perds pas de temps et je suis sûr d'adresser les cibles au bon moment avec la bonne personne et avec le bon message. Bon, normalement, les gens applaudissent à ce moment-là, mais... Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de balayer? Est-ce que c'est des choses qui résonnent, entre guillemets? Est-ce que c'est des problématiques que vous rencontrez aujourd'hui dans vos organisations? Monsieur? Oui. Et qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour répondre à ces enjeux? Oui, il y a une double problématique dans ce que vous venez de soulever. Elle est importante selon les domaines d'activité. Il y a le premier point où effectivement expliquer à un commercial que ça n'est pas son client, c'est le client de l'entreprise. Donc il faut effectivement partager l'information. Le fait typiquement de mettre en place des outils où il n'y a pas de notion de propriété de l'entreprise, puisqu'on alimente un CRM et ensuite c'est les droits d'usage, enfin les droits des utilisateurs que vous définissez, ça contribue aussi à limiter cette notion de propriété. C'est encore plus fort quand on travaille dans des professions un peu plus réglementées, les cabinets d'avocats, les cabinets conseils. Je ne sais pas s'il y a des cabinets conseils parmi vous, d'avocats. Non? Bon, alors on peut dire du mal alors. Cabinet conseil? Typiquement dans les cabinets conseils, même si ça a tendance à évoluer,
il y a beaucoup cette notion de propriété des contacts, hein, avec les associés qui ne veulent pas forcément ouvrir, je ne vais pas dire partager, parce qu'après il y a des conditions, mais ouvrir leur carnet d'adresses. Donc ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles nous on travaille beaucoup parce qu'on est très présent dans les cabinets conseils, notamment tous les grands qui sont tous utilisateurs de nos solutions. Et de plus en plus, ces cabinets s'équipent aujourd'hui d'outils CRM. Alors effectivement, c'est long, c'est spécifique. D'abord parce qu'il y a cette culture effectivement qui est encore pas complètement présente du partage de l'information. Et puis aussi parce que certains cabinets ont des métiers réglementés, hein, avec des contraintes. Ce qui veut dire que nous, on passe beaucoup de temps au préalable avec eux. À évangéliser cette logique du partage d'informations. Alors sur les cabinets conseils d'origine américaine, il y a une influence du siège américain qui fait que ça va plus vite. Et puis deuxièmement, à mettre en place des règles de gestion dans le CRM qui permettent justement d'encadrer cette logique de mise à disposition du contact, d'encadrer cette logique ces règles de gestion qui permettent de mettre à jour des informations sur les comptes, parce qu'il y a des contraintes, par exemple, réglementaires sur des métiers d'audit, par exemple, de conformité. Donc c'est des choses qu'on met en place avec des gens comme Deloitte, par exemple, comme Bearing Point, Accenture, McKinsey, BCG, Price également. Donc il y a tout ce travail qu'on a évoqué tout à l'heure, un travail préparatoire d'accompagnement, pas simplement au paramétrage, mais au bon usage. Et derrière, c'est un changement de culture dans la façon de travailler. Ça, c'est également des choses qu'on fait et qu'on fait beaucoup dans ces cabinets. C'est quoi le ratio entre, on va parler sous, entre la mise en place, tout ce que vous allez avoir, on va avoir de l'audit, notamment ce que vous avez dit, Les diagnostics, vous voulez dire? les diagnostics, ouais. Et puis ensuite, donc, on va mettre en place un interface d'alimentation avec le CRM. Vous allez me dire, ça dépend évidemment de la base du métier, on est d'accord. Mais c'est quoi le ratio entre l'audit et ensuite l'abonnement au mois le mois? En fait, c'est très beau. C'est très beau. Et merci. je suis au courant de ça. Et la notion de déclencheur ou trigger, on va appeler ça en anglais comme vous voulez, c'est des choses sur lesquelles on bosse beaucoup avec les clients. Après, quand il s'agit effectivement de qualifier leur base et puis de l'alimenter au fur et à mesure, là, on se heurte vraiment à cette question dessous. Et ils ont du mal à. Il faut vraiment avoir un bon diagnostic et ensuite essayer de minimiser l'abonnement. Il y a plusieurs questions. Bon, le ratio, il est d'autant plus important que, comme je vous le disais, ces premières études, elles sont gratuites, parce qu'elles nous permettent, nous aussi, de ne pas nous engager dans un projet sur lequel on n'aura pas la matière suffisante pour mettre en place un ROI. Et nous, on est dans un métier, pour compléter ma réponse, on est dans un métier avec un modèle économique d'abonnement, entre guillemets. Donc notre objectif, c'est de vous satisfaire pour que vous restiez client. D'autant plus que cette logique-là, elle n'a aucun sens en one-shot, entre guillemets. Ce qui est important, c'est d'améliorer de façon continue vos pratiques et d'alimenter en permanence ces signaux d'affaires. Hein. Donc c'est vraiment une logique continue. Et pour ça, il faut avoir une satisfaction. C'est pour ça qu'on travaille à la fois sur le ciblage, s'assurer qu'on couvre votre cible de façon pertinente, et en volume, et en qualité d'information. Mais également, derrière, on s'assure de la bonne exploitation. Nous, le pire qui puisse nous arriver, c'est un client qui nous dit « je vais arrêter ». C'est très très bien votre truc, hein, mais on ne l'utilise pas. Donc ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. Et ça arrive quand on met en place non pas des solutions comme celles que je vous ai montrées, mais des annuaires, parce que vous savez tous comment on utilise un annuaire. On prend un pour tout le monde, on le pose au milieu de la table, et puis on va le consulter quand on y pense, et puis quand on consulte, on regarde quoi? Les coordonnées, au maximum. Mais tout le reste qui nous permettrait d'être beaucoup plus pertinent dans la façon d'adresser la personne, on ne le regarde pas. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on invite nos clients à changer la façon de travailler pour être beaucoup plus efficace et être beaucoup plus systématique dans ces pratiques efficaces. Alors, pour vous répondre très précisément, il y a aussi un modèle auquel on croit moins qu'un autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, on n'est pas exclusif à ce point-là, on n'est pas des ayatollahs, entre guillemets, mais on s'adapte aussi évidemment à la culture et aux contraintes de nos clients. Mais on évite au maximum de rentrer dans une logique de cession de fichiers. Je vous envoie un fichier, vous le chargez, on se revoit peut-être dans un an pour le mettre à jour, puis dans un an on sait déjà ce qui va se passer, hein.
C'est un pansement sur une jambe de bois, donc on va revenir et puis on aura les mêmes défauts, il faudra refaire la correction, donc c'est un petit peu comme du sable qui vous glisse dans les mains. Et donc du coup, on n'est pas très fan de ça, parce qu'en plus de ça, on va vous céder des contacts de très bonne qualité, avec des emails, donc c'est cher. Un contact avec email, quand on l'achète de qualité, c'est très cher. Et ce qui va vous intéresser, c'est de couvrir toute votre cible. Donc vous allez acheter un fichier volumineux, encore plus cher. Et puis comme on l'a vu, il va être très vite obsolète, donc il faudra très vite le mettre à jour, encore plus cher. Et puis à la fin de la journée, comme on l'a vu aussi, dans tout ce fichier, vous n'allez pas travailler tout le monde tout de suite et vous n'allez pas convertir tout le monde. Donc c'est pas non plus intéressant d'acheter 1000 pour en convertir ou en travailler de façon efficace 100 et en convertir 10. Donc on essaie de sortir de cette logique avec nos clients et de plutôt les encourager à utiliser un mode de consultation, d'abonnement. Donc aujourd'hui, tout ce que je vous ai présenté, il n'y a aucune cession en termes économiques. C'est de la consultation, donc c'est vraiment une logique d'abonnement. Ce qui vous permet du coup, d'un point de vue économique, de pouvoir, sur un budget maîtrisé, de consulter en permanence des informations sur toute votre cible, qui sont toujours à jour, et surtout de n'exploiter que les informations prioritaires. Soit parce que vous êtes sur des comptes dont on a estimé que le potentiel était le plus important, soit parce qu'il y a une actualité qui justifie que vous vous concentriez sur ce compte-là. Ensuite, il y a des logiques de conversion. À un moment donné, vous allez peut-être vouloir passer de la consultation, qui permet tout à fait au commercial de faire son activité, de la même façon qu'il va consulter une fiche sur LinkedIn, sauf qu'il y aura beaucoup moins de choses sur LinkedIn, évidemment, comme on l'a vu. Vous allez vouloir l'avoir chez vous. Même s'il est dans votre CRM, nous aujourd'hui on a des systèmes où dans le CRM vous l'avez en visuel, mais c'est derrière, en fait c'est notre base qui est derrière, donc il n'est pas dans votre base à vous. Pour le commercial, ça ne fait pas de différence. Mais si vous demain vous souhaitez engager d'autres types d'actions, si votre marketing par exemple va engager des campagnes et donc avoir l'information dans sa propre base, alors là effectivement on passe dans une logique de session et on passe dans une logique d'export pour que vous puissiez récupérer l'information. Mais uniquement sur des contacts dont vous aurez validé ou prévalidé un score d'appétence, diraient les marketeurs, où le commercial a engagé quelque chose. Et donc ça justifie effectivement un investissement, mais très ciblé. Je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. Après, c'est vrai qu'on rentre très vite dans du cas par cas. Et à partir de quel moment on commence à bouger une oreille en termes de volumétrie ? On n'est pas sectaire comme ça. Non, il n'y a pas de règle parce que on va avoir des clients qui travaillent sur des cibles extrêmement réduites parce que extrêmement précises. Je prends un exemple. On travaille avec un cabinet conseil qui fait on va dire de l'optimisation de process. Il travaille surtout sur les ETI. Le slogan du DG, c'est devenir le McKinsey des ETI. Une belle formule. Ce qui les intéresse, eux, sur leur top grand compte, c'est d'avoir accès au contact sur des critères extrêmement précis. Je vous donne un exemple qui est un exemple réel. Donnez-moi tous les directeurs financiers des principales filiales de tous mes grands comptes, mais je ne veux avoir que ceux qui ont fait une école de commerce, parce que ceux qui ont fait un parcours comptable, ils ne sont pas ouverts au consulting. C'est une tannée. Donc que ceux qui ont fait une école de commerce. Je veux ceux qui, idéalement, ont eu une expérience dans un cabinet conseil, encore plus ouverts à discuter avec un consultant. Je veux ceux qui, en plus de ça, ont eu une expérience à l'international dans leur parcours. S'ils ont plus de 50 ans, ça ne m'intéresse pas. À chaque fois, ça limite. Et pour couronner le tout, je ne veux avoir que ceux qui ont fait une école sur lequel j'ai des consultants chez moi qui ont fait aussi la même école. Au final, on est parti d'une base de comptes, alors grand compte avec les filiales. Hein. On avait à peu près 2000 comptes. On est arrivé de mémoire à 57 personnes. Forcément. Par contre, 57 personnes, là, on était vraiment mais pile poil dans la plaque. Donc ceux-là, les pauvres consultants qui ont reçu les fiches, ils ont eu ordre d'avoir 100% de transformation. Donc, on peut travailler là-dessus. Dans ce cas-là, nous, économiquement, notre valeur, elle réside dans cette finesse de ciblage, parce que là, le contact, il est extrêmement fin, donc il a beaucoup de valeur. Et puis, il y a tout le suivi qui va derrière.
Et de la même façon, on peut travailler avec des clients comme le Stade de France. Alors quand je vous donne des noms, c'est qu'on a le droit, évidemment. Le Stade de France est une de nos références, pour qui on a travaillé à refondre toute leur stratégie commerciale. Parce que le Stade de France, comme beaucoup de métiers, s'est dit il faut qu'on arrête de vendre des produits, parce que le produit, il n'y a plus de marge, c'est une commodité, on achète ça au kilo, et on veut vendre du service. Donc on va arrêter de vendre des places, on va vendre des programmes d'hospitalité. Grande ambition là aussi. Sauf que je me rends compte que du coup, je ne vends pas la même chose, je ne réponds pas aux mêmes enjeux, je ne vends pas à la même personne, parce que là, on vend un directeur de la communication et à l'UDG, c'est des enjeux de notoriété, d'influence. Donc c'est pas les mêmes contacts, c'est pas la même vente. Et puis du coup, il faut que je m'outille un peu pour faire ça. Donc du coup, on les a aidés à réfléchir sur leur segmentation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie, il fallait créer un canal indirect, parce que ceux-là, ils ne rentreraient pas dans le scope et il fallait les adresser différemment. Concentrer les commerciaux sur d'autres cibles. Leur apprendre à travailler différemment. Donc là, on travaille avec des partenaires qui vont les coacher. Les aider à mettre en place un CRM. Ils ont choisi Salesforce. Et derrière, évidemment, activer tout ce qu'on vient de voir pour que les équipes aient la matière pour travailler. Il y a aussi tout un travail avec des agences de communication en B2B pour créer le fameux contenu, donc les livres blancs, les newsletters. Ça, on fait beaucoup ça avec des gens comme Aréci, par exemple, qui est un de nos partenaires sur ce sujet-là, qui sont présents aujourd'hui. Je vous invite à passer voir le stand d'Aréci. On travaille beaucoup avec eux. D'ailleurs, un partenariat, on en parlera cet après-midi, si certains d'entre vous veulent revenir en deuxième session. On en parlera vers 13h15, je crois. On parlera de notre programme All-in-One Automation. On fournit des programmes marketing automation complets, avec data, outils, expertise, donc contenu, outils et informations sur les contacts et les signaux qui déclenchent les scénarios marketing. Donc ça, on fait ça entre autres avec Aréci. J'ai pas trop fait timekeeper, alors je ne sais pas si on déborde trop ou pas. Non, on a encore 10 minutes. Alors soit on a 10 minutes pour boire un café, soit on a encore des petites questions. Loin de moi l'idée de vous retenir. Nous sommes une société qui est dans l'audiovisuel professionnel. On vend qu'à travers des intégrateurs du web qu'on connaît bien parce qu'on existe depuis 30 ans. Et par contre, ce qui nous intéresse, et de plus en plus depuis quelques années, nous avons des actions, expositions, speed dating, ainsi de suite, pour récupérer des leads où nos vendeurs intégrateurs ont pas mal de temps à consacrer à l'installation, et à la prospection, à la vente, ainsi de suite. Et ces leads-là, nous leur transmettons. Donc nous, suivre X milliers d'entreprises pour simplement équiper des salles de réunion en audiovisuel ou la gestion de salles de réunion, c'est pas rentable du tout. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt au coup par coup à pouvoir faire des campagnes ciblées sur ces gens-là. Donc est-ce que vous répondez à cette question-là, à cette problématique-là? Alors oui, et c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus. La problématique de animation d'un réseau de distribution, d'un réseau de partenaires. Alors, juste en parenthèse, pourquoi on le rencontre de plus en plus? Parce qu'on travaille beaucoup avec des clients qui ont des activités régaliennes, entre guillemets. Donc, on va rencontrer le telco, on va rencontrer la banque assurance, on va rencontrer l'énergie, par exemple, qui sont des gens qui, pendant longtemps, se sont concentrés en B2B sur des grands comptes. Ah, ils les connaissent très bien, les grands comptes. Enfin, jusqu'à ce qu'on fasse l'audit d'ailleurs, parce qu'après, ils se rendent compte qu'il y a des trous dans la raquette. Parce qu'ils ont toujours le même interlocuteur. Et puis sur les filiales, il leur en manque beaucoup des filiales. Mais surtout, tout ce qui n'était pas grand compte pour eux, et en moyenne, ces acteurs-là, les grands comptes pour eux, ça représente, ça dépend des métiers, mais entre 200 à 700 comptes. Vous voyez, c'est pas énorme. Tout le reste, ils l'ont délégué à des réseaux de distribution. Et puis alors là, on s'en est pas du tout occupé. Donc, se sont développés des baronnies locales chez un courtier d'assurance, chez un distributeur automobile. Et on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas comment ils travaillent. Et puis, effectivement, ce marché, depuis quelques années, dans ces métiers-là, les opérateurs s'y réintéressent parce qu'ils se rendent compte que sur les grands comptes, le marché est arrivé à saturation. C'est un marché de renouvellement, entre guillemets. Nos parts de marché elles sont bien posées. On se bat éventuellement à la marge, mais enfin, on ne perd pas tellement. Donc, les leviers de croissance, ils sont sur le reste du marché. Et celui-là, on ne le maîtrise pas du tout. On l'a abandonné, entre guillemets, à un réseau. Donc, on essaie de relancer une dynamique avec le réseau. Alors, c'est des problématiques qu'on rencontre, comme je vous dis, beaucoup. Parfois, on part de moins loin, comme votre cas apparemment, ça se passe déjà très bien. L'objectif, c'est de booster. On a
On a aujourd'hui rencontré cette problématique à deux niveaux. D'abord avec un acteur qui s'est dit, mon réseau, je veux passer une étape avec mon réseau. Donc ce que je voudrais, c'est monter un système de lead gen pour alimenter mon réseau, et je vais même monétiser cette logique-là. Donc des logiques de distributeurs Gold, Silver, etc. Et en fonction de l'engagement, de l'investissement, c'est un petit peu un modèle qu'on connaît à la Salesforce par exemple, en fonction de l'engagement effectivement de mon partenaire, je vais lui donner certains leads, etc. Et puis on a le cas d'un autre acteur qui lui, comme vous, je pense, a un réseau qui fonctionne déjà très très bien. En l'occurrence, c'est un acteur qui travaille dans l'installation de réseaux telco, peut-être proche de votre métier, et qui se dit, moi ce que je veux, c'est simplement les alimenter encore plus, hein, tout simplement. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on fait quand même ce travail préalable, évidemment, dans lequel on intègre en plus la dimension réseau, donc le découpage que vous allez avoir selon vos critères, ça peut être sectoriel, ça peut être géographique, en tout cas on utilise vos critères de découpage. Et ce travail-là va nous permettre déjà aussi d'identifier le potentiel de chacun des distributeurs. Ça peut donner lieu parfois à des discussions. Par exemple, quand on travaille là-dessus avec BMW, donc c'est un cas que je peux citer, quand on commence à faire ce travail il y a 4 ans chez BMW, BMW est 3e du marché premium sur les flottes entreprises, derrière Audi et Mercedes, et veut justement mettre en place une animation de son réseau sur lequel il y a des grands barons. Cette étude déjà permet de dire, distributeur par distributeur, je connais maintenant ton réel potentiel. Donc entre guillemets, je ne vais plus me fier simplement à ce que tu me déclares, on va te challenger sur ce potentiel-là. Mais on va t'aider. Et on va te donner des outils, on va te donner des outils comme celui-là entre autres, on va te donner des moyens financiers, on va subventionner le recrutement de certaines personnes, etc. Donc l'étude elle a cette première vocation, identifier le potentiel. Identifier derrière les priorités, et voir effectivement quelles opérations mettre en place. Et ensuite, sur ces scénarios-là, on va déclencher effectivement des campagnes. Alors des campagnes, là encore, selon vos métiers. Donc ça peut être des campagnes parce que vous avez des actualités. Ça peut être surtout des campagnes parce que vos clients, vos cibles ont des actualités. Et faire en sorte derrière de générer du lead. Alors générer du lead en B2B, c'est pas évidemment du B2C. Hein. Donc on va générer quoi? On va générer de la demande de rendez-vous, de la demande d'information. On va générer aussi de la détection d'appétence. C'est tout ce qui est clicker, ouvreur. Et on va définir ensemble des scénarios en se disant, les personnes qui ont ouvert, elles sont peut-être pas assez mûres. Donc on va prévoir de mixer les messages pour petit à petit la faire monter en maturité et arriver à un niveau où effectivement on peut transmettre un lead. Et là, dans ce cas-là, on transmet dans vos outils la fiche avec l'information à traiter. On peut aussi, au cas par cas, ce qu'on fait par exemple là pour un constructeur automobile, enfin, on ne travaille pas que dans l'automobile, mais moi, à titre particulier, je m'occupe beaucoup chez Novia sur l'automobile, mais on peut aussi travailler en relais avec un call center qui, lui, va compléter la démarche qu'on va faire, nous, de ces campagnes ciblées, pour aller jusqu'à requalifier le projet, voire même prendre le rendez-vous pour votre distributeur. Donc oui, ce sont des choses qu'on fait, effectivement. Alors, oui, en sachant que la cible qu'on adresse, elle a très souvent plus des projets d'ouverture de nouveaux sites que de déménagement, puisque ce sont des sociétés qui ont déjà une certaine taille. On a beaucoup moins de rythme de déménagement sur des sociétés de cette taille-là. Mais quand il y a un projet de déménagement, effectivement, qui est communiqué dans la presse, et nous, vous avez raison d'insister sur la notion de projet, ce qu'on détecte dans nos signaux d'affaires, avec tous les capteurs, entre guillemets, qu'on a évoqués, ce sont des projets, parce que ce qui est déjà passé est un peu moins intéressant. Donc quand c'est effectivement un projet de déménagement, on les aura typiquement par exemple la presse régionale. Sur ce type d'information, elle est très utile. Bon, écoutez, à moins qu'il y ait d'autres questions, sinon je vous invite effectivement à en discuter en direct. On va devoir, je crois, libérer la salle. Merci beaucoup et à tout à l'heure peut-être.